Sommes-nous tous devenus dépendants à nos écrans? Est-ce que l'hyperconnectivité est en train de gruger notre attention, notre sommeil, nos relations et même notre tissu social? Suffit-il de limiter son temps d'écran ou devrait-on vraiment repenser à notre rapport aux écrans, voire même légiférer? Bonjour et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Ici Ève Baudin. Aujourd'hui, je suis avec Andréane Légaré, qui est professeure au service sur les dépendances de l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour Ève. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui. Donc, toi, tu es psychologue et ta spécialité, justement, c'est la dépendance aux écrans et le bien-être numérique. Oui, absolument. Moi, je travaille à l'Université de Sherbrooke au service sur les dépendances. J'ai fait mon doctorat en psychologie dans lequel je me suis intéressée aux jeux de hasard et d'argent d'abord, puis éventuellement, j'ai migré vers l'utilisation problématique des écrans en travaillant auprès de la professeure Magali Dufour. Oui, et puis c'est vraiment une clientèle avec laquelle tu travailles, c'est les jeunes, les adultes? Moi, je m'intéresse beaucoup aux jeunes adultes, Ouais. donc la génération qui a grandi avec le téléphone cellulaire, l'omniprésence d'Internet aussi. Ouais. Donc, c'est principalement à eux que je m'intéresse. Je m'intéresse beaucoup aux personnes étudiantes aussi du réseau d'enseignement supérieur, donc les étudiants, les étudiantes au cégep, à l'université, dans les collèges. Et donc, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. On en parle beaucoup en ce moment. C'est comme si on s'était tous réveillés collectivement récemment, puis on a fait « il y a quelque chose qui fonctionne pas ». Là, on voit apparaître des lois à peu près partout dans le monde ou des projets de loi pour restreindre l'accès aux écrans. On va en parler plus tard dans l'épisode. On parle aussi des méfaits. Bref, mais avant tout ça, il faut vraiment définir de quoi on parle quand on parle d'addiction aux écrans. Parce que là, on a l'impression qu'on est tous addicts à nos écrans, mais c'est pas nécessairement le cas. C'est vrai que si on se fie à ce qui est publié dans certains journaux, dans certains médias populaires, on serait tous dépendants aux écrans. Je viens vous rassurer aujourd'hui, c'est pas vrai. OK, on n'est pas déjà tous bien. dépendants aux écrans. Ouais. En fait, la dépendance aux écrans en tant que telle, c'est même pas un diagnostic qui est officiel. Donc, on parle d'utilisation problématique des écrans pour parler de personnes qui entretiennent une relation là, qui devient complexe avec l'utilisation des écrans qui mène à différentes conséquences, notamment sur le plan social, individuel ou encore sur le plan des sphères de travail, de l'emploi. Mais à la différence, par exemple, du trouble de l'utilisation de l'alcool ou encore du trouble lié au jeu de hasard et d'argent qu'on appelait avant le jeu pathologique, on n'a pas un diagnostic officiel par rapport aux écrans. OK. Ce qu'on retrouve dans les nomenclatures, c'est dans la classification internationale des maladies, il y a le trouble lié aux jeux vidéo qui est apparu comme un diagnostic officiel en 2018. Donc, on est très spécifique Aux par jeux rapport vidéo. aux jeux vidéo. OK. Puis, dans le DSM-5, on a un diagnostic à l'étude, donc qui n'est pas encore considéré comme un diagnostic officiel pour lequel il nous manque de données empiriques là, pour vraiment venir appuyer puis développer des critères. Pour caractériser, dans le fond. Oui, OK. exactement. Ouais. Donc, des critères qui nous permettraient de déterminer si une personne présente le trouble. Ce diagnostic-là est encore dans la section en ballottage. Donc, probablement que dans la prochaine version, il se retrouvera sous une forme un peu modifiée dans la section des troubles liés à l'usage de substances et autres dépendances, qui inclut le trouble lié au jeu de hasard et d'argent, mais c'est pas encore le cas. OK. Puis le DSM-5, c'est le manuel, dans le fond, des problèmes psychiatriques, hein, c'est ça? Oui, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qui est utilisé par les médecins, les psychiatres, les psychologues aussi pour évaluer la présence ou non de troubles de santé mentale. Parfait. Donc, je comprends que c'est pas vraiment un diagnostic en ce moment, mais est-ce qu'on pourrait quand même classifier les choses, le dire, bon, ça, c'est une utilisation normale, ça commence à être problématique, puis là, oups, on est proche de la dépendance. Quand même, on peut définir un peu les choses? Oui, même si c'est pas un diagnostic, il faut savoir là, quand même que depuis 2010, dans les services en dépendance au Québec, on reçoit des personnes qui présentent une utilisation problématique des écrans. Donc, ça a été nécessaire de développer des outils justement pour caractériser cette problématique-là. Ça a été fait sur le plan clinique, ça a été fait en recherche aussi. Présentement, ce qu'on va voir comme continuum, c'est une utilisation
dite fonctionnelle ou saine, qui n'est pas nécessairement le mot que je préfère utiliser, mais du moins une utilisation qui génère pas de difficultés, qui peut basculer vers une utilisation à risque et éventuellement une utilisation problématique des écrans. Puis ça va être quoi la différence entre une utilisation saine versus qui commence à être à risque versus vraiment problématique? Oui. Donc, une utilisation qui est problématique va être caractérisée par de la perte de contrôle, donc de la difficulté à réguler son temps d'écran, le moment où on prend nos écrans, par exemple. Ensuite de ça, on va parler d'empiètement sur les différentes sphères de vie. Donc, si on se couche plus tard pour consulter son téléphone cellulaire, puis qu'on manque des obligations, qu'on manque des rendez-vous, que nos études sont affectées, par exemple, en raison de notre utilisation des écrans, on va voir apparaître là, cette forme d'empiètement. Puis il y a aussi un empiètement mental qui existe. Donc, cette idée d'être constamment en train de penser à ce qu'on fait sur les écrans ou ce qu'on fera sur les écrans. Puis finalement, le dernier critère qui est important, c'est l'ensemble des conséquences, puis la poursuite de l'activité malgré les conséquences. Donc, les conséquences, elles sont multiples sur le plan individuel, sur le plan relationnel, sur le plan fonctionnel aussi au travail, aux études. Puis, on va voir que la personne, malgré qu'elle soit consciente de ces conséquences-là, elle va maintenir son utilisation. Donc, ça rejoint cette idée de perte de contrôle. Ouais. Donc, ça, on est dans une utilisation qui est problématique. Quand on a des personnes qui font une utilisation plus à risque, on va voir des personnes qui commencent à percevoir certaines conséquences, peut-être qui commencent à percevoir une perte de contrôle, mais on n'atteint pas un seuil clinique. Donc, ces personnes-là sont à risque de potentiellement basculer vers une utilisation problématique si elles ne modifient pas leur comportement. Mais elles sont aussi à risque de basculer vers une utilisation fonctionnelle si elles font des changements. En effet. Donc, puis quel est le pourcentage des personnes qui tombent dans l'une ou l'autre de ces catégories-là? Est-ce qu'on le sait? C'est complexe à estimer, sachant que ce n'est pas un diagnostic officiel. Il y a plusieurs outils d'évaluation qui existent. Selon les études de prévalence, là, on essaye autour d'un 2 parfois jusqu'à 6 d'utilisateurs problématiques des écrans. Puis quand on s'intéresse à l'utilisation à risque, incluant aussi les utilisateurs problématiques, on tourne autour d'un 20 Donc, c'est quand même une personne sur 5. Quand même pas mal. Puis on entend souvent dire que la jeune génération, compte tenu qu'ils ont été exposés très, très jeunes aux écrans, ça risque d'en faire plus facilement des personnes qui vont développer, par exemple, une addiction aux écrans. Est-ce que ça, c'est démontré par la littérature ou non? C'est une relation qu'on peut avoir envie de faire intuitivement. Toutefois, c'est pas quelque chose qui est bien documenté. On n'a pas beaucoup de données longitudinales sur le risque là, ou la variation du risque par rapport à l'utilisation problématique des écrans. Je pense qu'il faut pas oublier non plus que les jeunes qui sont nés avec des écrans, on pourrait dire dans les mains, là, pour faire la figure de style, ces jeunes-là vont aussi apprendre rapidement à développer des stratégies pour composer avec leur utilisation des écrans. Donc, ça va être des utilisateurs potentiellement plus avertis que d'autres générations pour qui ça a été vraiment une transformation puis une nouveauté, l'apparition de l'utilisation des écrans. Puis, dans un contexte aussi où on n'a pas encore tout à fait de repères, de balises sur comment avoir une utilisation qui serait plus équilibrée. Je comprends. Est-ce qu'il y a un moment ou en tout cas un point de bascule où on se dit, bon, après tant d'heures passées par jour sur les écrans, là, c'est devenu problématique. Est-ce que ça, on peut trancher là-dessus ou non? On aurait envie d'avoir un seuil. Un critère, un seuil qui soit clair en lien avec l'utilisation des écrans. Il n'y a pas de cette balise-là, elle n'existe pas. Dans le domaine de la santé publique, on va parler d'hyperconnectivité lorsqu'on dépasse 4 heures sur les écrans par jour pour notre temps de loisir. Au-delà de ce seuil de 4 heures-là, on commence à voir apparaître certaines conséquences, notamment sur le sommeil, sur la présence de symptômes dépressifs, anxieux et sur le fonctionnement général. Par contre, on ne peut pas seulement s'appuyer sur le temps d'écran. Ce qu'on se rend compte avec les études, mais aussi dans la pratique clinique, c'est que c'est beaucoup plus ce qu'on fait sur nos écrans qui a un impact sur notre bien-être puis sur notre fonctionnement, plutôt que le temps en tant que tel qu'on passe sur les écrans. Puis, il ne faut pas oublier que ces études-là, elles considèrent le temps de loisir. Seulement le temps de loisir, parce qu'on passe beaucoup de temps sur nos écrans pour le travail, pour les études. Absolument.
Je regardais ce matin le rapport de l'OSME, qui est l'Observatoire sur la santé mentale des étudiants et étudiantes au cycle supérieur, qui rapportait que 45 des cégepiens puis 75 des étudiants universitaires rapportent passer plus de 21 heures par semaine sur leurs écrans juste en raison de leurs obligations académiques. Ah oui, ça m'étonne pas du tout. Donc, c'est une pression qui est importante et cette utilisation des écrans qui est imposée, c'est comme si on la considère pas dans les études, puis c'est comme si on considère pas qu'elle pourrait potentiellement avoir des impacts, alors que si on fait la réflexion logique que les écrans peuvent avoir un impact, par exemple, sur nos yeux, sur la qualité, notre acuité visuelle, par exemple, bien, le fait que je sois en train de faire un devoir ou en train de regarder une série sur Netflix, ça devrait avoir le même impact. Oui, puis pourquoi on exclut justement ce type d'utilisation-là des études? Est-ce qu'il y a une bonne explication à ça? C'est une drôle... en fait, on n'a pas tout à fait d'explication. On peut croire qu'on s'inscrit dans une société qui est capitaliste puis productiviste, qui s'appuie sur la productivité, justement. Ouais. Et on ne veut pas remettre en question nécessairement ce temps d'écran-là. Mm-hmm. Parce qu'il est obligatoire dans une certaine mesure pour certaines personnes, même si on leur disait travailler moins, bien, peut-être qu'elles nous diraient je peux pas le faire, j'ai pas le choix. Ça. Même chose pour les études. Par contre, je crois que d'un point de vue social, il y a quand même des réflexions à y avoir autour de ça. Peut-être qu'on a une surtendance à s'appuyer sur les écrans puis qu'on pourrait revoir notre mode de fonctionnement au travail, notre mode de fonctionnement en enseignement supérieur, notamment, pour réduire cette utilisation des écrans-là, puis peut-être favoriser le bien-être numérique des personnes. Oui, effectivement. Ne pas oublier les usages obligatoires des écrans quand on parle quand on a ce débat-là sur la surutilisation des écrans ou leur prédominance dans notre société. Par contre, tu disais tout à l'heure que c'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux qui est le plus important. Quand on parle de temps de loisir, est-ce que je comprends que ça veut dire que c'est un peu différent quand on échange, par exemple, avec nos amis sur les réseaux sociaux, que quand quand on consomme des contenus en défilement automatique sur TikTok, puis qu'on perd un peu la notion du temps? Est-ce que là, à ce moment-là, les impacts pourraient être différents? Oui, notamment les impacts sur le plan de la santé mentale vont être très différents. Si on regarde juste les réseaux sociaux, on sait que d'utiliser les réseaux sociaux pour regarder des contenus qui nous font du bien, qui nous inspirent, ou pour échanger avec nos proches, ça va être associé à beaucoup moins de conséquences. Tu sais, les conséquences qui vont moins apparaître, ça va être la possibilité d'un sentiment de solitude, la possibilité de comparaison sociale, de baisse de l'estime de soi. Quand on a plus une tendance à faire défiler du contenu, à faire du scrolling de manière automatique, sans nécessairement porter attention à ce qu'on regarde et le faire de manière assez prolongée, là, on voit apparaître, c'est ça, des conséquences sur le plan de l'estime de soi, sur le plan de symptômes anxieux qui peuvent apparaître, de symptômes dépressifs également. Puis éventuellement, on voit aussi apparaître un sentiment de déconnexion, de désaffiliation sociale même. Donc, c'est pas toutes les utilisations qui sont équivalentes. Donc, c'est pour ça que pour moi, 1 heure d'utilisation d'écran, c'est pas suffisant. Ça veut rien dire en tant que tel. Il faut avoir d'autres informations. Exactement. Oui, je comprends. Il y a quand même la question de la configuration de nos appareils, là, ce qu'on a tous sur nous, nos téléphones, et celle aussi des réseaux sociaux. Parce que ça, c'est quand même, ça joue pour beaucoup. On sait à quel point les notifications, en fait, tout ça est conçu pour attirer notre attention et la garder. Absolument. Et ça, il faut en parler aussi quand même. C'est important d'en parler. Oui, il faut être conscient qu'on évolue dans un monde d'économie, d'attention. Donc, toutes les applications, pas seulement les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les plateformes de streaming aussi vont utiliser différents mécanismes pour nous garder accrochés. Il y a notamment le modèle Hooked qui est utilisé pour un peu comme un cadre conceptuel pour comprendre la manière dont on devient accroché. Là, puis je veux pas utiliser le mot accro, c'est vraiment pas vers ça que je veux tendre, mais plus comment est-ce que... Captif, peut-être? Oui, captif, puis comment est-ce qu'on va retourner finalement
sur ces applications-là. Donc, on voit que les applications, si on pense aux réseaux sociaux, vont nous envoyer des notifications assez régulières. Quelqu'un a consulté votre profil, par exemple, sur LinkedIn ou quelqu'un a aimé votre photo sur Instagram. Donc ça va nous amener à ouvrir l'application. Ensuite de ça, on va être exposé à une stimulation qui généralement se veut positive. Donc ça va activer notre système de récompense finalement, puis nous faire ressentir quelque chose qui est agréable. Puis la récompense, on appelle ça la récompense, mais c'est une récompense pour notre système nerveux. Oui. Souvent, elle va être aléatoire. Puis ça, c'est ce qu'on voit beaucoup avec les réseaux sociaux comme TikTok qui, sur ce qu'on appelle la For You page, vont nous envoyer des vidéos de manière un peu aléatoire, mais qui n'est pas aléatoire, qui est régie par l'algorithme. L'algorithme, oui, tout à fait. Mais qui, pour nous, utilisateurs, apparaît aléatoire puis va venir stimuler finalement notre système de récompense. Puis ensuite de ça, ça va nous donner envie d'y retourner finalement puis de s'engager dans cette application-là ou dans cette plateforme-là. Donc, le modèle Hooked, c'est vraiment un modèle qui est utilisé en marketing, mais qui a été finalement transposé dans les applications sur les écrans. Puis comme j'ai dit, c'est pas que les réseaux sociaux. Non, c'est pas que les réseaux sociaux, en effet, mais on pourrait dire aussi que ça a déjà été appliqué, par exemple, par les casinos, le jeu en ligne. Est-ce que si un enfant va sur les réseaux sociaux puis un peu exposé à ça, est-ce que c'est vraiment comme l'équivalent de le mettre devant une machine à sous dans un casino ou c'est quand même un peu différent? Je crois qu'on doit garder en tête que c'est quand même différent du casino, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup des mécanismes qui ont été empruntés, là, notamment cette idée de défilement en continu qui fait penser à ce qu'on voit dans les appareils de loterie vidéo ou les machines à sous du casino. La stimulation visuelle aussi, la musique qui peut être présente. L'aspect aléatoire. L'aspect aléatoire qui peut être stimulant. Donc, on peut faire ce type de rapprochement-là, mais bon, un enfant dans un casino qui dépenserait, par exemple, de l'argent à plus compter, peut-être que ça aurait des conséquences, du moins financières, plus étendues que les réseaux sociaux peuvent avoir. Donc, la chute serait plus abrupte, j'ai l'impression. Mais n'empêche qu'il faut être conscient de ces mécanismes-là. Les enfants sont peut-être pas conscients, mais les adolescents puis les jeunes adultes sont assez conscients de tout ça, hein? De tout ça, de l'impact de l'algorithme, puis même des conséquences que l'utilisation des écrans peut avoir sur leur santé physique ou leur santé mentale. C'est une forme de mythe, en fait, là, que les jeunes sont inconscients de ces conséquences-là. Puis c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans mon travail. Mais quand on rencontre des jeunes adultes, ils nous listent pratiquement toutes les conséquences qu'on retrouve, par exemple, dans la documentation scientifique. Donc, pour moi, ils ont l'œil très ouvert sur... Ils sont au courant. Ils sont au courant de ces impacts-là. Ensuite, pourquoi ils sont peut-être moins au courant, c'est comment s'en sortir ou comment contourner cette utilisation des écrans-là, comment éviter de vivre des conséquences. Oui, c'est ça. Mais pour ceux qui sont moins au courant, peut-être qu'on peut quand même expliquer un peu comment fonctionnent les algorithmes. Là. Ça, c'est important aussi de savoir ça. Là. C'est vrai que c'est important. En fait, l'enjeu avec les algorithmes, c'est d'une part, ils sont pas transparents, ils sont pas accessibles à tous. Donc, on a une compréhension de leur fonctionnement, mais on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les algorithmes, lorsqu'on engage avec un certain type de contenu, vont nous renvoyer ce contenu-là. Oui, dès qu'on passe plus d'1 minute sur un contenu, ne serait-ce qu'une publicité, ensuite, on va recevoir énormément de publicités du même type ou de contenu du même type. Ça, on l'a tous observé, je pense, quand même. Là. Exactement. Puis ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais aussi sur TikTok, c'est qu'il y a une petite partie des vidéos qui vont accumuler beaucoup de vues, en fait. Là, c'est une vingtaine de % des vidéos qui ramassent 80 % des vues. Donc, il y a certains contenus qui sont plus accrocheurs. Parfois, des contenus qui font polémique, qui vont retenir plus d'attention, qui vont être poussés de l'avant par l'algorithme, qui va faire en sorte qu'on va y être davantage exposé. Puis, ensuite de ça, c'est la roue qui tourne. Si on regarde cette vidéo-là, on va en recevoir d'autres du même type. Ce qui fait en sorte qu'on peut basculer, c'est ça, dans ce qu'on appelle des chambres d'écho. Donc, d'avoir seulement accès à une partie de l'information ou une partie de la vision du monde qui est promue par les réseaux sociaux, mais qui
Ben c'est ça qui est en fait très teinté là, d'une vision idéologique. Donc, ça peut mener à différents enjeux sur le plan de la radicalisation, notamment. Là. Mhm. C'est quand même impressionnant, la statistique que tu as donnée, là, le 20 des vidéos qui vont chercher le 80 de visibilité, de la Mhm. visibilité. Puis il faut quand même préciser que ces vidéos-là, ce ne sont pas nécessairement des contenus de très grande qualité parce que, bon, YouTube et les autres réseaux sociaux ne font pas vraiment de distinction là, à l'égard de la crédibilité d'un contenu, par exemple. Là. Ah, c'est certain. Il Mhm. n'y a pas de filtre qui est appliqué là, sur la nature du contenu. Donc, c'est certain que de passer du temps sur les réseaux sociaux, ça nous informe de la désinformation, de la mésinformation. C'est quelque chose qui a été documenté au Québec, notamment en matière de santé mentale. Il y a l'équipe d'Alexandre Hudon, qui est chercheur à l'Institut de santé mentale de Montréal, qui s'est intéressé à la manière dont les problématiques de santé mentale comme l'autisme, le TDAH, le trouble de la personnalité limite sont mis de l'avant sur les plateformes de réseaux sociaux comme Oui, TikTok. oui, absolument. Puis, ben, ce qu'on se rend compte, là, c'est qu'il y a, je pense que c'est 35 à 40 de ces vidéos-là qui contiennent soit de la désinformation ou de la mésinformation. Donc, des informations qui sont fausses, qui sont véhiculées par rapport à des problématiques de santé mentale, ce qui peut amener certaines personnes à prendre des décisions qui sont peu éclairées en matière de santé mentale. Donc, ça, c'est vrai que c'est un élément qui est préoccupant. Puis la santé mentale, ben, c'est un seul exemple. On le voit en matière de politique. On voit que la participation à la plateforme X ou Twitter, comme on l'appelait avant, ça va avoir une influence sur les choix qu'on va faire en matière de vaccination. On en a entendu parler beaucoup pendant la pandémie, mais aussi en matière de choix électoraux pour qui est-ce qu'on va voter. Donc, les réseaux sociaux, c'est quand même aussi un moteur de changement social ou peut-être d'influence sociale qu'il ne faut pas sous-estimer. Puis, comme on n'est pas, je l'ai dit, là, comme l'algorithme, c'est pas transparent, mais il peut y avoir des motivations derrière ces algorithmes-là dont on n'est pas conscient comme utilisateur. Oui, c'est ça. Il faut vraiment faire toujours un effort pour essayer de se poser la question, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce qu'on veut seulement montant? Mais ça, clairement, on veut montant. Oui, Toujours. certainement. Hein? Puis on pourrait même dire que sur les réseaux sociaux, c'est nous le produit. Oui. Hein, ça aussi, on nous cherche à nous vendre la pub. Puis ensuite de ça, ben, fait qu'il y a des fois des intentions idéologiques, comme tu l'as souligné, etc. Donc, c'est pas seulement pour faire de l'argent, mais des fois, c'est aussi pour essayer de nous convaincre ou faire changer d'idée des personnes qui seraient hésitantes, par exemple, par rapport au vaccin, des choses comme ça. Ouais. Oui. Tu as parlé tout à l'heure des impacts des réseaux sociaux, puis tu en as nommé plusieurs. Mais je me questionnais aussi sur l'impact d'être exposé à des contenus qu'on n'a pas choisis à l'avance. Particulièrement les contenus violents. Ça, est-ce qu'on peut parler de ces impacts-là? Oui, c'est un sujet auquel on s'est intéressé avec mon équipe de recherche récemment, notamment en lien avec les interventions policières, si je peux dire, qui ont été particulièrement brutales des agents de la police d'immigration aux États-Unis, ICE, au Minnesota. Donc, il y a eu 2 personnes là, qui ont été tuées dans le cadre de ces arrestations-là. Puis, c'est des vidéos qui ont été largement relayées Oui. sur les réseaux sociaux. Parallèlement à ça, au jour de l'an, il y a eu un gros incendie dans une boîte de nuit en Suisse. Absolument. Et il y avait plusieurs personnes qui étaient dans la boîte de nuit en train de filmer, ce qui a fait en sorte qu'il y avait aussi énormément de vidéos de cette tragédie-là qui circulaient sur les réseaux sociaux. Puis, ça m'a amené à me demander, bon, mais c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale, le fait d'être exposé à ça? Puis, ben, on se rend compte que ça, d'une part, ça augmente là, potentiellement le stress, l'anxiété, ça peut mener à des symptômes dépressifs. Puis dans certains cas, on observe même des symptômes de choc post-traumatique par exposition. Donc, sans avoir été exposé soi-même comme personne à l'événement traumatique, le fait d'y avoir été confronté par vidéo, puis souvent à maintes reprises en raison de l'algorithme qui nous renvoie ce type de vidéo-là, éventuellement, certaines personnes vont développer des symptômes du stress post-traumatique. C'est ça, sans avoir été exposé directement. Donc, c'est quelque chose auquel il faut être attentif. Oui. Donc, quand on est exposé à ce type de contenu-là, si on a une vulnérabilité, notamment, peut-être qu'on devrait
indiquer qu'on n'est pas intéressé par ce Oui, type de contenu on nous le directement. propose, hein, donc Mhm. vous souhaitez vous voir plus ou moins de ce type de contenu, donc Oui, on peut... je pense que ce serait une stratégie là, à mettre en place pour les personnes vulnérables, mais pas seulement. pas En fait, seulement, c'est non, pas le non. type de vidéo qui fait du bien à notre cerveau. Puis, je me suis intéressée à savoir pourquoi est-ce que ça pouvait avoir cet impact. Puis, ce qu'on expliquait, c'était que lorsqu'on est confronté à une vidéo sur notre téléphone cellulaire ou sur notre ordinateur, on n'a pas la possibilité de terminer notre réponse de stress. Donc, on est Hmm. exposé à cette vidéo-là. Ça augmente notre réponse de stress qui serait, bon, potentiellement de s'enfuir ou de prendre action, mais là, on est dans une position complètement passive. Puis, ce qu'on va faire, ben, c'est probablement passer à une prochaine vidéo. Donc, notre réponse de stress, elle n'est pas complétée On n'a pas le temps de l'évacuer, le stress? OK, exactement ouais. dans notre boucle de stress. Techniquement, il devrait y avoir une résolution Mhm. qui passerait peut-être justement par la fuite ou par une activation physique ou Aller encore par marcher. un apaisement, Oui, c'est exactement. ça. Sauf que là, ben, on se maintient finalement là-dedans, on passe à une autre vidéo qui potentiellement va Ouais. réactiver notre réponse de stress. Donc, notre système nerveux ne peut pas se calmer et ben, Hmm. ça peut mener là, au développement de différents symptômes. Vraiment intéressant. Ça veut dire que si on se rend compte qu'on a été exposé à quelque chose comme ça, puis qu'on voit, on ressent que ça nous a stressé, qu'on est capable de le ressentir, c'est une bonne idée de prendre une petite pause et d'essayer Mhm. justement d'évacuer ce stress-là d'une façon ou d'une autre, d'une façon qui nous fait du bien ou qui est efficace pour nous, là. Absolument. Ouais. Mais l'activation physique a été identifiée là, comme une bonne stratégie pour Ouais. clore la boucle de stress. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer là, dans une séance de yoga, là. Non, non. Le fait de tout simplement s'activer, de sauter sur place, de sortir dehors, prendre une marche, ça peut être Mhm. suffisant pour qu'on termine notre boucle. Très intéressant. Une autre chose dont on parle souvent aussi, c'est le fait qu'il y a des modes, par exemple sur TikTok, là, la mode les skinny top, Mhm. qui semblent avoir une influence. Est-ce qu'on en a de la littérature là-dessus? Bon, à savoir, est-ce qu'on est exposé à des jeunes filles qui font des régimes maigreurs, là, parce que c'est pas minceur, là. Mhm. Est-ce que ça peut vraiment influencer des jeunes filles ou des femmes adultes ou des garçons à adopter des comportements alimentaires problématiques? Certainement, Ouais? l'exposition à des contenus qui font la promotion, par exemple, c'est ça, de la minceur extrême ou chez les hommes, ce qu'on observe présentement, c'est le maxing, donc Oui. cette idée-là de se rendre plus musclé, plus beau, de prendre soin de soi, mais qui Ouais. peut avoir aussi des ramifications comme s'injecter des substances pour Oui. être plus musclé. Ça a une influence sur la manière dont on va se percevoir. Donc, l'exposition aux réseaux sociaux peut avoir une influence sur le plan de l'estime de soi. Donc, on voit beaucoup de comparaisons sociales qui génèrent de la baisse d'estime de soi. Mais aussi, ça peut mener au développement de troubles du comportement alimentaire, notamment là, en lien avec le skinny talk là, qui reprend de l'ampleur. Il y a eu, ça a été documenté que ce phénomène mode-là, qui est véhiculé par les réseaux sociaux, a augmenté le nombre de troubles du comportement alimentaire. Ah oui, donc ça a un impact sur Mhm. aussi ce type de contenu-là. On pourrait dire un peu toxique quand même, là, soyons francs. Donc, ça aussi, on peut peut-être penser à essayer de ne pas s'exposer ou d'exposer nos enfants à ça. Certainement. Je pense Ouais. que de manière générale, sur les réseaux sociaux, ce qu'on devrait viser, c'est de consulter des contenus qui nous font du bien. Mhm. De mon côté, c'est ce que je souhaite mettre de l'avant, c'est ce que je recommande aux personnes. On a parfois tendance à, oui, tomber dans des chambres d'écho, mais il y a aussi d'autres comportements qui sont potentiellement délétères pour notre santé mentale, comme le hate watching, Oh donc mon le Dieu. fait de Oui, regarder des vidéos de personnes qu'on n'apprécie pas. oui. Mais on peut tomber dans une spirale. Ah, j'aime ça, la détester, cette personne-là. Mhm. C'est ça. Oui, c'est une espèce de cercle vicieux. C'est comme Oui. ça vient toucher quelque chose là à l'intérieur de nous qui nous donne envie de retourner regarder ces contenus-là. Mais ça a été documenté, ça aussi, qu'à la longue, mais ça a un effet délétère sur la santé mentale, là, notamment que ça peut faire développer des symptômes dépressifs, le fait de faire continuellement ce comportement-là. Donc, c'est pas Hmm. parce qu'on regarde une fois une vidéo d'une personne qu'on n'apprécie pas juste pour le plaisir de ne pas l'apprécier. Mhm. Qu'on va nécessairement vivre des conséquences. Mais si c'est quelque chose qu'on a tendance à faire, mais peut-être Ouais. qu'on devrait se poser la question, puis retourner vers des contenus qui nous font
explicitement du bien. Oui, oui. Puis dans le fond, ce qui me vient en tête quand je t'entends parler, c'est de faire peut-être l'analogie entre notre mode de consommation des réseaux sociaux, si on veut, puis un régime alimentaire équilibré. Si on mange des chips une fois de temps en temps, ça va, mais c'est 80-90 de nos calories. Là, ça va peut-être avoir des impacts à court ou à moyen terme ou à long terme aussi sur nous, là. Oui, c'est une bonne analogie. Oui, OK. Parlons-en justement du bien-être numérique. Ça commence par quoi généralement? C'est quoi le premier pas qu'on doit poser? Mais si je peux me permettre, je pense que la première chose, ce serait de définir c'est quoi le bien-être numérique. C'est un concept qui est relativement récent, qui s'oppose un peu à cette tendance à la pathologisation de l'utilisation du numérique qu'on a beaucoup vu dans les dernières années. Ouais. Puis, c'est cette idée que c'est possible d'avoir une utilisation des écrans qui peut être satisfaisante, favoriser notre bien-être, donc qui balance les impacts négatifs avec les impacts positifs. Puis, c'est aussi un concept qui va être variable d'une personne à l'autre, mais même varié chez une même personne en fonction de son stade de vie, du contexte dans lequel elle évolue. Donc, c'est un concept qui, pour moi, est particulièrement intéressant parce que il revêt une vision un peu plus positive du numérique. Parce que malheureusement, le numérique, on est pris avec, hein, on ne va pas s'en défaire. Absolument. Malheureusement ou heureusement, mais je dirais même heureusement, on ne va pas s'en défaire parce que c'est pratique, c'est utile, Ouais. ça s'inscrit dans notre mode de vie. Donc, le numérique, on va s'en servir. Donc, comment est-ce qu'on peut s'en servir d'une manière qui potentialise notre bien-être? C'est ce qui m'intéresse là, dans mes travaux de recherche. Donc, ça peut être quoi les premières étapes pour parvenir au bien-être numérique? Mais la première chose, c'est de se poser des questions. C'est de faire une certaine forme d'auto-évaluation ou d'introspection, même, je pourrais dire, sur qu'est-ce que j'apprécie de mon utilisation des écrans? Qu'est-ce que j'apprécie moins? Quel impact est-ce que je perçois que ça a sur moi? Puis, potentiellement, qu'est-ce que j'aimerais changer? Qu'est-ce que je voudrais qu'il soit différent pour réduire ces impacts négatifs-là? Pour moi, c'est la première étape. Puis ensuite de ça, il y a toutes sortes de petits changements qu'on peut faire, petits et grands changements qu'on peut faire pour améliorer sa relation avec les écrans. Pour moi, le fait d'avoir une utilisation qui est consciente, donc de sortir de l'automatisme qui est souvent associé à l'utilisation des écrans, notamment des réseaux sociaux, c'est vraiment une étape qui est cruciale. Les réseaux sociaux, ils sont faits là, pour nous garder captifs, ils sont faits pour qu'on ne se rende pas compte du temps qu'on passe dessus, pour qu'on perde ce sentiment de cette capacité de conscience-là qu'on a de ce qu'on fait sur les écrans. Et du temps qui file. Et du temps qui file. Donc, de prendre un pas de recul vis-à-vis ce type d'activité-là, puis de tenter d'avoir une utilisation qui est vraiment plus consciente, pour moi, c'est une première étape au bien-être numérique. Est-ce que je comprends que peut-être avant même de commencer ça, on pourrait peut-être regarder, on a tous dans nos téléphones une petite façon de vérifier quelle est notre utilisation, le nombre d'heures qu'on passe là-dessus en moyenne. Moi, je suis allée voir, j'étais à 3 heures quelque chose, mais en même temps, beaucoup de musique, c'était pas juste Facebook et Instagram ou je ne sais quoi. J'avais beaucoup de musique là-dedans, j'avais de la messagerie, j'avais différentes choses. Donc, est-ce que ça peut être une première étape de regarder ça, regarder ce qu'on y fait, puis de départager justement, bon, moi, la musique, ça me va de continuer avec ça, mais j'aimerais bien diminuer mon temps, par exemple, passer sur tel réseau social à 15 minutes par jour pour telle raison. Est-ce qu'on doit vraiment écrire ça, regarder ça de façon vraiment très frontale, là, si je peux dire? C'est une super stratégie que d'aller regarder notre réelle consommation. C'est une bonne manière d'arriver à cette prise de conscience-là. Justement, comme je le disais, les applications sont faites pour nous faire oublier le temps qu'on y passe. Donc, en allant regarder dans les paramètres de notre téléphone cellulaire, on peut voir combien de temps on passe sur les différentes applications. Puis ça, c'est vraiment aidant pour la prise de conscience. Encore, on se rappelle que le temps d'écran, c'est pas tout ce qui compte, mais c'est une variable quand même qui est à considérer. Mais une fois qu'on a regardé ça, on peut se fixer un objectif, puis de déterminer est-ce que c'est 15 minutes par jour sur les réseaux sociaux ou 30 minutes, ou peut-être d'écouter moins de vidéos sur YouTube.
c'est à nous de le déterminer en fonction des impacts, justement, qu'on perçoit. Tu sais, est-ce qu'on perçoit que les vidéos TikTok ont un effet potentiellement délétère sur notre santé mentale? Est-ce qu'on pense que ça nous fait perdre du temps? Est-ce que ça nous fait perdre du temps de qualité avec nos proches? C'est là-dessus, je pense qu'on doit baser Mhm. nos objectifs plus que sur une pression externe de temps qui vient pas nécessairement de nous, qui est pas nécessairement ancré. Puis ensuite de ça, ben, on se développe un objectif. Comme psychologue, on apprécie développer des objectifs qu'on dit SMART. Donc, les personnes qui travaillent en intervention, on est appelé à développer des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et qui sont temporels, là, donc qui s'inscrivent dans une période de temps qui est définie. Donc, si on revient à l'exemple de réduire là, son temps d'écran peut-être de 15 minutes pour les réseaux sociaux, bien, il faudrait se doter des moyens pour mesurer notre temps d'écran. Donc, on a déjà ce moyen-là qui est automatiquement le présent dans notre téléphone cellulaire. Puis ensuite de ça, on doit se fixer un objectif qui est atteignable puis qui est réaliste. Quand on pense à un objectif qui est atteignable, c'est d'avoir un objectif qui est suffisamment ambitieux pour nous donner envie de relever le défi, mais pas non plus trop ambitieux de sorte à ce que ça nous décourage. On va pas passer de 8 heures par jour sur TikTok à 2 minutes, là. Exactement. Ça, va ce être serait trop. pas un Ouais. objectif nécessairement atteignable, mais ça s'inscrit aussi dans le réalisme. Est-ce que c'est réellement cohérent? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire, réduire notre temps d'écran de 8 à 2 minutes? Mhm. Et c'est à ce moment-là qu'on doit se demander, mais c'est dans quelle optique que je veux faire ça? Est-ce Mhm. que finalement, ce serait pas de réduire mon temps d'écran juste avant de me coucher Ouais. que je voudrais faire ou... L'aspect temporel. Exactement. Mhm. Puis ensuite de ça, ben, il faut situer notre objectif dans le temps, donc de se dire, je fais ça pour une semaine, puis après une semaine, je vais évaluer comment ça s'est fonctionné. Je vais évaluer. Je vais me poser la question à savoir comment est-ce que ça a fonctionné. Est-ce que je suis satisfait de cette utilisation-là ou j'ai envie de me fixer un autre objectif, de Ouais. revenir en arrière. Bref, il faut se regarder, s'observer avec bienveillance, puis garder en tête que ça peut être difficile de changer des comportements Oui. aussi. Ben oui, tout à fait. Donc, de pas non plus là, se taper sur la tête si on n'y arrive pas, puis peut-être de reformuler des objectifs qui sont plus réalistes pour nous. Oui, absolument. Qui ont même eu une mode, puis je pense que ça existe encore des gens qui font une cure là, complètement, plus de téléphone pendant une semaine, un mois. Est-ce que ça peut être recommandé ou est-ce que ça peut être une façon de réaliser à quel point ça prend de notre temps? Il y a quand même des fois, quand on regarde les statistiques, on dit hey, je vais passer le tiers de ma journée, de mes heures réveillées là-dessus. Ça peut être beaucoup, là, chez certaines personnes. On parle de 4 à 5 heures par jour pour certaines personnes, les adultes. Là. Donc, est-ce que ça peut aider de faire une petite cure? Oui, une petite cure. Il y a plusieurs personnes qui appellent ce concept-là les Détox numérique. Les détox numériques. Ouais. Donc, ce qu'on sait des détox numériques, c'est qu'ils sont de bons outils pour nous aider justement à prendre conscience du temps qu'on passe sur nos écrans, de notre tendance ou de notre envie à consulter notre téléphone cellulaire. Par contre, sur le long terme, ça n'a pas des effets qui sont nécessairement durables, notamment en matière de réduction du temps d'écran ou encore d'utilisation consciente, de contexte d'utilisation. Donc, pour moi, c'est une potentielle piste pour ouvrir la réflexion. Ça peut être un beau défi aussi à faire en famille. Si on pense à l'initiative Pause ton écran, qui font des défis 24 heures de pause en famille, ça peut être des initiatives intéressantes pour ouvrir le dialogue avec ses enfants, ses ados sur l'utilisation des écrans puis sur la place que ça prend dans notre quotidien. Mais il ne faut pas le voir comme une solution miracle, comme quelque chose qui nous permettrait de nous détoxifier de notre envie d'utiliser le téléphone cellulaire. Donc, il vaut mieux avoir une approche smart, là, comme tu disais tout à l'heure, se donner des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, etc. Mais je me pose quand même la question, pour les personnes qui sont vraiment dans l'addiction aux écrans, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents ou à ceux qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent, qui disent, OK, mais moi, je pense que ça va au-delà là, de me donner des objectifs. Quelles sont les ressources pour ces personnes-là? C'est une bonne question. C'est vrai que quand on se rend compte qu'on a justement cette perte de contrôle-là, qu'on se fixe des objectifs, mais qu'on les atteint pas, ben ça peut être une bonne idée d'aller consulter les services spécialisés en dépendance. Donc, au Québec, on a tout un continuum de services qui est développé pour l'utilisation problématique des écrans.
Je dirais que la première étape, ça peut être de se rendre consulter son médecin de famille, si on a la chance d'en avoir un, ou encore là, de contacter directement un CIS, un CIUS, les services spécialisés en dépendance, pour avoir accès à une première évaluation. OK, donc ça, c'est accessible. Les CIUS vont savoir de quoi on parle si on parle de ça, là, si on dit qu'on a besoin de consulter une ressource. Si on va consulter les services spécialisés en dépendance, oui, ils vont être au courant. Donc, dans les services spécialisés en dépendance, on peut faire une évaluation qui s'appelle le débat, qui nous permet d'évaluer notre besoin d'aide en matière d'utilisation des écrans. C'est un outil qui a été développé au Québec à partir de données québécoises, donc c'est très ancré dans notre réalité. C'est une belle richesse, en fait, d'avoir accès à ça. Puis, sur la base des réponses là, qui vont être fournies par la personne, on va l'orienter vers les services qui sont adaptés en fonction de ses besoins, donc que ce soit les services spécialisés en dépendance ou pour quelqu'un qui aurait peut-être finalement une utilisation à risque vers des services d'intervention précoce ou même plus de prévention, donc de l'information, par exemple, des stratégies qui sont peut-être plus concrètes que la personne n'avait pas essayé nécessairement, qui pourraient l'aider à revenir vers une utilisation plus équilibrée. Mhm. Puis ça, c'est des gens qui vont avoir une utilisation problématique, autant des jeux vidéo que des écrans, par exemple, puis qui vont être sur les jeux sur leur téléphone ou à être sur les réseaux sociaux Oui. de façon excessive. OK. Présentement, dans les services en dépendance au Québec, ce qu'on accueille comme clientèle là, sur le plan des écrans, ça va être pour les jeux vidéo, pour ce qui est toute plateforme de streaming, euh, réseaux sociaux, utilisation mixte aussi, hein, souvent c'est un mélange de tout ça. Toutefois, s'il y a une personne qui a une difficulté en lien avec tout ce qui est pornographie en ligne, mais là, elle va être référée plutôt vers des services externes dans le domaine de la sexualité, mais pas nécessairement dans les services spécialisés en dépendance. OK, parce que ça tombe dans une autre approche. Dans une autre catégorie de diagnostic. C'est encore discuté. On se pose encore des questions là, sur le plan de l'organisation des services, où est-ce que ces personnes-là devraient être dirigées, mais on se rend compte qu'on est davantage dans un trouble sexuel que dans une problématique de dépendance. C'est ça qui prédomine, puis c'est ça qu'on doit traiter d'abord. J'aimerais terminer quand même sur la question de l'importance de la législation puis de l'encadrement, notamment auprès des jeunes. Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça? C'est tellement important d'évoquer ce sujet-là, merci Ève, parce que souvent, on a une tendance à se percevoir comme individu autonome, responsable, mais on oublie qu'on évolue dans un écosystème, justement une économie de l'attention, avec des compagnies qui veulent nous garder les yeux rivés sur les écrans. Et à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'il va être important que nos gouvernements agissent à l'avenir. Ça va être important d'imposer une certaine structure, en fait, à ces géants du web qui, présentement, font pas mal ce qu'ils veulent avec notre attention. Puis, même au détriment de notre santé mentale, même si parfois ils sont très conscients des impacts que ça peut avoir. Ah oui, puis il y a d'ailleurs des documents qui ont été dévoilés qui démontraient qu'ils étaient au courant de tout ça. Puis je serais curieuse de savoir ce que tu as pensé des différents procès là, récents. Je pense particulièrement à celui au Nouveau-Mexique, dans lequel, dans le fond, on accusait Meta d'avoir exposé des jeunes à des contenus problématiques puis d'avoir un design addictif. Là. C'est bien ça. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette issue de ce procès? Je trouve que c'est des procès qui sont particulièrement intéressants parce que on commence à demander aux plateformes de prendre leurs responsabilités. Donc, c'est des procès qui sont pertinents, qui n'auront pas nécessairement toutes des issues favorables pour les personnes là, plaignantes nécessairement, mais ça expose justement plusieurs des mécanismes puis plusieurs des bévues que ces plateformes-là ont pu faire. Pour moi, toutefois, au-delà de la poursuite judiciaire, je pense que nos gouvernements devraient prendre action et légiférer réellement sur ces plateformes-là, sur la manière dont le contenu sur les réseaux sociaux peut être diffusé, par exemple. Je pense que si on s'inspire de l'Europe, notamment, ils sont beaucoup plus avancés en matière de législation par rapport à la manière dont les réseaux sociaux peuvent agir. Il y a aux Pays-Bas, Meta a ajouté une fonctionnalité par rapport à l'algorithme où c'est possible d'avoir accès à un algorithme qui est chronologique, en fait, ou à un fil d'actualité qui est chronologique et qui est non algorithmique. Donc, c'est un petit bouton qu'on peut cocher dans notre application d'Instagram
ou de Facebook pour avoir accès à un fil d'actualité qui est moins teinté puis qui va moins nous maintenir là, dans les boucles dans les chambres d'écho ou les espèces de boucles de rétroaction là, qu'on peut souvent voir sur les réseaux sociaux. Puis il y a aussi beaucoup de législation en matière de collecte de données. On n'en a pas parlé beaucoup ensemble aujourd'hui parce que dans le modèle d'affaires des réseaux sociaux, mais aussi des jeux vidéo qui sont gratuits, des plateformes de streaming, il y a la collecte puis la vente de nos données personnelles qui est une problématique qui devrait nous interpeller davantage. Donc, ça n'a pas des répercussions immédiates sur nous, mais on se rend compte que les plateformes développent des profils de nos personnes, de nos goûts, de nos choix qui sont très, très spécifiques. Puis, ça peut éventuellement poser problème, Ben oui, ce absolument. type d'information-là, si ça tombe pas dans les bonnes mains. On parle beaucoup, puis notamment là, au cours des dernières semaines, d'interdiction des réseaux sociaux Aux mineurs. pour les mineurs, les 16 ans et moins. On a entendu 14 ans et moins aussi. C'est des mesures qui sont intéressantes, mais qui sont partielles. Je suis pas la plus grande défendresse de ces mesures-là. Je crois qu'elles sont intéressantes, qu'elles ont un potentiel d'avoir un impact favorable sur la santé mentale des ados. Par contre, venant du domaine des dépendances, je sais très bien que quand on tente d'interdire quelque chose, que ce soit une drogue, par exemple, ça ne va pas empêcher les personnes de l'utiliser, de la consommer, surtout si elle s'inscrit dans une norme sociale. Exact. Hein? Ouais. Donc, les adolescents, les réseaux sociaux, ça fait partie d'une norme sociale pour eux. Donc, de l'interdire, ça va probablement dissuader plusieurs ados, mais certainement pas tous. Puis on l'a vu déjà aux États-Unis, il y a plusieurs jeunes qui ont encore accès à leur compte, qui ont réussi à contourner les Bien règles. sûr. Et l'enjeu que j'y vois, c'est que si quelque chose est interdit et que comme parent, ben, on voudrait être un parent bienveillant qui accompagne notre adolescent avec son utilisation des réseaux sociaux. Mais si c'est interdit puis qu'il se passe quelque chose, il est victime de cyberintimidation, il voit une vidéo particulièrement traumatisante ou stressante pour lui, ben, il va pas venir en parler. Il va pas en parler à son parent, puis peut-être même qu'il en parlera pas à un enseignant ou un intervenant à l'école. Donc, pour moi, c'est comme un risque qui en vaut pas la chandelle Une nécessairement. arme à double tranchant. Oui, c'est exactement ça. Puis, qu'est-ce qu'il en est de l'interdiction des cellulaires dans les écoles, les établissements scolaires au Québec là, depuis août 2025? C'est une mesure qui a fait beaucoup réagir. Au départ, bon, on avait tant des ados que des parents qui étaient inquiets Oui. de la mesure. Les échos que j'en ai des personnes qui travaillent dans ces milieux-là sont assez positifs. Donc, bon, il y a eu une réaction au départ, mais une fois que la réaction s'est estompée, ben, c'est comme si ça s'est inscrit dans le quotidien. Puis, on revoit là, davantage de discussions dans les aires communes, moins de personnes qui ont les yeux rivés sur leur téléphone cellulaire. Donc, d'un point de vue externe, ça apparaît être une mesure intéressante. Mais encore là, tu sais, je pense qu'il faut garder en tête que même quand nos jeunes ont les yeux rivés sur leur téléphone cellulaire, ça veut pas dire qu'ils sont confinés à leur monde puis qu'ils sont pas en train de connecter avec d'autres personnes. Souvent, le téléphone va être juste un médium de conversation différent qu'on comprend peut-être moins comme adulte ou comme parent parce qu'on l'a pas eu, nous, dans notre enfance ou dans notre adolescence. Mais ça n'empêche pas que ça a une fonction sociale qui est importante. Puis je trouve que quand on interdit tout, bien souvent, on perd aussi les avantages que ces technologies-là peuvent présenter pour les jeunes puis pour les moins jeunes aussi. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Dans le fond, c'est ce qu'on fait avec les écrans qui va distinguer une utilisation problématique d'une utilisation normale, voire qui nous apporte du bien-être, là, comme tu Exact. suggérais tout à l'heure. Et est-ce que tu aurais des ressources à proposer aux gens qui nous écoutent? Oui, certainement. On a des ressources au Québec qui existent en matière d'utilisation des écrans. La première ressource que je vais suggérer, c'est peut-être le site web de mon équipe de recherche qui est l'équipe de recherche sur la santé et le bien-être numérique. Notre site web, c'est sben.ca. On diffuse beaucoup de contenu de vulgarisation scientifique appuyé là, sur des données qui sont probantes en lien avec différentes thématiques par rapport aux écrans. Pour les plus jeunes, pour les parents, je suggère aussi beaucoup la ressource Pause ton écran, qui est une petite mine d'or d'informations
pour aider les parents à ouvrir un dialogue avec leurs ados sur l'utilisation des écrans. Il y a même des ressources pour faire une auto-évaluation de son utilisation de l'écran. Je pense que c'est une ressource incontournable au Québec. Il y a aussi Le Ciel, qui est le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, qui propose des pages de réseaux sociaux, un site web aussi qui peut être particulièrement intéressant à consulter pour les jeunes et les moins jeunes. Je dirais qu'en matière là, de ressources, ce serait celle que je mettrais de l'avant présentement. Toutes de bonnes ressources que je mettrai aussi dans les notes du balado. Puis on a aussi des ressources sur le site de l'Agence Science Presse, notamment pour informer les gens sur le rôle des algorithmes, la désinformation. Aussi sur le site du Centre québécois d'éducation aux médias, il y a l'information. Ça aussi, je vais mettre ça dans les notes du balado. Bien, merci encore d'avoir été avec nous puis d'avoir apporté toutes ces nuances si importantes pour bien comprendre le sujet. Merci beaucoup de l'invitation, Eve. C'est tout donc pour cet épisode. Merci d'avoir été avec nous. Le détecteur de rumeurs est une production de l'Agence Science Presse soutenue par le Fonds de recherche du Québec, le scientifique en chef du Québec, ainsi que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Mon invité aujourd'hui était Andréane Légaré, à la réalisation Bruno Mercure, à l'animation et à la production moi-même, Ève Baudin. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de vous informer auprès de sources fiables.